Oui, alors merci beaucoup pour cette invitation à échanger quelques paroles avec une vaste audience invisible, mais je me réjouis de pouvoir partager avec vous, même si, comme ça a été dit, la mission est conséquente dans le temps imparti. Donc, je dis juste en un mot d'où je parle, hein. Je suis effectivement un sociologue, je ne m'occupe pas de pédagogie a priori, donc je vais vous parler des usages du numérique et vous parler un peu d'intelligence artificielle. Alors, en guise de prologue, et c'est juste un cadre temporel, mais je pense qu'il n'est pas inutile de garder à l'esprit, ça a déjà été mentionné, à la fois l'intelligence artificielle participe d'une longue histoire, hein, de plus de presque bientôt 70 ans, où elle a connu différents moments d'énormes attentes ou de développement, mais qui sont aussi, et ont aussi été des moments où on a pu rencontrer les limites des systèmes imaginés. Alors, je ne veux pas refaire ici cet historique, mais je voulais montrer ce schéma, hein, des printemps et des hivers de l'intelligence artificielle, un peu comme des périodes glaciaires, pour montrer que c'est une technologie qui, dans les attentes qu'elle a suscitées, ont pu varier. Elle a rencontré des obstacles et ça nous permettrait peut-être de ne pas considérer qu'il y a une forme de linéarité ou d'évidence, comment dire, non inexorable quant au développement de la technologie. Il y a déjà eu des hésitations, il y a déjà eu des retours en arrière, mais par rapport à ce temps long des usages, du développement pardon, de l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui s'est passé, ça a été dit, il y a 2 ans, tout d'un coup, voilà, est apparu ChatGPT. Alors, il existait dans les laboratoires depuis longtemps, mais là, il y a une sorte de fulgurance, si on le considère du point de vue de la sociologie, de l'usage des techniques, le mode de diffusion de cette technologie a été incroyablement rapide dans la société. Donc, gardons ça à l'esprit pour regarder un peu ce qui se passe. Et peut-être avant d'aller plus loin, voir aussi des enjeux de définition de cette technologie. Alors, de nouveau, on ne pourra pas ici rentrer dans tous les détails. Et je propose ici une définition qui est bien trop simple de l'intelligence artificielle, mais pour mettre en évidence alors une dimension spécifiquement. L'IA, donc d'après cette source qui est le Conseil de l'Europe, l'IA est en réalité une discipline qui réunit des sciences, des théories, des techniques, notamment logique, mathématiques, statistiques, probabilité, neurobiologie, computationnelle, informatique et d'autres. Mais et le point sur lequel je voulais insister ici, dont le but est de parvenir à faire imiter par une machine les capacités cognitives de l'être humain. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est se faire imiter. Qu'est-ce que ça veut dire imiter? Qu'est-ce que ça veut dire imiter quand on parle d'intelligence? C'est sur ce point-là que j'aimerais revenir un peu plus en détail dans la première partie de mon intervention et pour regarder un peu des conséquences, on pourrait dire, de cette imitation ou ce jeu des imitations. Alors, bien évidemment, vous avez sans doute peut-être entendu parler de la question de l'apprentissage automatique ou du machine learning avec les différentes stratégies qui se sont déployées. Là encore, le temps nous manque pour rentrer dans les détails de ces différentes stratégies, mais peut-être qu'il est juste important de garder à l'esprit que pendant un certain temps, on avait espéré, en posant des questions aux experts, aux humains qui étaient experts dans leur domaine, pouvoir traduire l'ensemble des règles qu'ils utilisaient, pour faire un diagnostic, pour faire une analyse, pour mener une classe, on aurait pu transférer les connaissances de ces experts-expertes dans un programme informatique. Et ça s'est avéré comme une solution autour des systèmes experts qui n'a pas tenu toutes ses promesses parce qu'on s'est rendu compte que les humains étaient assez peu capables d'expliciter l'ensemble des processus qui les amenaient à prendre des décisions. Et ce qui se joue autour de l'an 2000, c'est plusieurs choses. C'est d'abord énormément de données qui sont accessibles grâce au développement d'Internet, des capacités de calcul importantes, bon marché, qui apparaissent notamment grâce aux cartes graphiques issues de l'industrie du jeu vidéo, notamment, et aussi donc la possibilité de non pas essayer d'imiter le raisonnement humain, mais de se demander s'il n'y a pas d'autres manières où la machine peut arriver au résultat de ce raisonnement sans forcément essayer de répliquer des arbres décisionnels, pour le dire rapidement. Et voilà, en un slide, en fait, des éléments de ce qui apparaît autour des années 2010, hein, mais qui est très important. Vous avez d'abord une représentation de la nuit étoilée de Van Gogh, et en utilisant ces techniques-là, c'est-à-dire en s'intéressant à la manière dont les données, pardon, je reviens en arrière, l'apprentissage automatique, j'ai oublié de le préciser, n'est pas réellement d'acquérir des connaissances déjà formalisées, mais de comprendre la structure des données et d'intégrer dans des domaines, notamment de l'intégrer dans des domaines pour automatiser des tâches.
Et donc, si on applique, pardon, cette analyse de la structure des données, on a développé les premiers systèmes capables de, typiquement, de reconnaître des chiens sur des photos, ce qui n'était pas si évident que ça. Pour une raison d'ailleurs qui m'échappe toujours, un des chiens qui a le plus longtemps résisté à la reconnaissance par l'intelligence artificielle, c'est le bouvier bernois. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il avait visiblement, il résistait à cette reconnaissance-là. Mais sans aller plus loin ici dans les détails, on voit que ces systèmes, ici vous avez un exemple ancien, hein, mais voilà, le système est sûr, après avoir entre guillemets analysé des données issues de toute l'œuvre de Van Gogh, elle est à peu près sûre, à 83%, c'est un vieux programme, qu'il s'agit d'un tableau de Van Gogh. Ça, c'est la première étape, la reconnaissance des patterns de données pour dire, bah, on arrive à reconnaître ça. Mais le changement majeur, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, c'est la deuxième image, qui paraît de moins bonne qualité, bien évidemment, mais le changement est très important parce que qu'est-ce qui se joue entre ces deux images? Dans la deuxième image, on a dit au système d'intelligence artificielle, sur la base de ce que tu as appris en analysant toutes les images disponibles de l'œuvre de Van Gogh, serais-tu capable de générer un tableau à la manière de Van Gogh? Donc un tableau qui n'existe pas. Et donc là, on est dans la dimension générative, c'est-à-dire la création de données, de data qui n'existaient pas avant, mais qui sont produites à la manière d'eux. Et c'est ça qui va ouvrir des perspectives très intéressantes de produire des contenus qui sont au-delà de la reconnaissance. Juste deux images, enfin une séquence d'images pour vous montrer les progrès qui ont été faits en une dizaine d'années. Ici, vous avez, à la manière d'eux, on a demandé à des intelligences artificielles de reproduire des visages humains. Donc, ces personnes n'existent pas, elles sont des productions synthétiques de l'intelligence artificielle. Et vous voyez les progrès qui sont faits entre 2014 et 2018, déjà dans cette capacité qu'a l'intelligence artificielle de produire des originaux, entre guillemets, à partir des données qu'elle a analysées. Et si on regarde, ça date quand même encore c'est 2019, donc c'est déjà presque au siècle passé par rapport à l'intelligence artificielle, voilà le type de production auquel on arrive. Ces humains n'existent pas. Ces humains sont la production comment dire, artificielle d'une intelligence artificielle avec des données qui sont synthétiques. Et ça, bien évidemment, ça va ouvrir toute une série de réflexions sur les domaines d'application de ce type de force de frappe de calcul, mais ça doit aussi nous amener à nous interroger sur la vraie nature de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Parce que, comme l'ont soulevé pas mal d'auteurs, peut-être que intelligence artificielle est un des termes peut-être les moins bien choisis qu'on pouvait imaginer, parce qu'elle n'a rien d'artificiel, en sens que son développement et sa mise en œuvre demandent des moyens matériels, des ressources énergétiques et énormément d'humains qui y travaillent, donc il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Et la question de l'intelligence, question centrale, de quoi parle-t-on vraiment? Et je reviens effectivement sur ces termes-là. Et peut-être, en tout cas, c'est mon analyse partagée, que il s'agit moins d'une intelligence, mais plutôt d'une force de calcul brute massive. La force de l'intelligence artificielle, c'est pas une capacité de synthèse, c'est une capacité incroyable à faire des erreurs et à recommencer. Mais quand je dis incroyable, c'est des milliards de tentatives parfois. Donc, c'est une force de calcul brute, mais qui intègre des capacités de feedback, c'est-à-dire qu'elle peut apprendre si elle a obtenu le résultat escompté. Alors, il y a plusieurs manières de fixer le résultat escompté, je ne peux pas rentrer ici dans les détails, mais peuvent être supervisés ou non supervisés, mais ces échecs ou ces réussites vont générer un feedback qui va lui permettre d'ajuster des milliards aussi là, de petits réglages afin d'essayer de trouver le calcul optimum, c'est-à-dire la meilleure solution statistique. Donc, certes une intelligence, mais peut-être, mais c'est surtout, c'est peut-être une imitation d'intelligence, mais c'est d'abord et essentiellement une force de calcul brute. Alors maintenant, quand on se pose la question de qu'est-ce que c'est que les IA génératives, comme ChatGPT, on pourrait se dire, mais d'où est-ce que ça vient? Peut-être un des ancêtres qu'on a tous et toutes pratiqué, si vous avez surfé sur Google, vous avez commencé, c'est l'image qui est ici droite, vous avez commencé à composer un mot, et ce mot vous a dit, vous avez, comment dire, à proposer de terminer le mot pour vous. Et là, on voit, ce que l'on voit, c'est cette
ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire la manière dont le système calcule ce que vous êtes sans doute en train de faire. Alors, à cette époque-là, on parlait vraiment pas d'intelligence artificielle, c'était plutôt des calculs faits sur des milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs et des probabilités. Mais l'IA générative procède, alors de manière bien plus complexe, à un travail de calcul de ce qui devrait arriver. Et donc, cette machine puissante de calcul que je viens de décrire, elle vise à générer le prochain mot vraisemblable, quand on parle par exemple de ChatGPT, et c'est vraiment important de garder à l'esprit cette dimension de vraisemblable, vraisemblable d'un point de vue statistique. C'est pas une compréhension des contenus que fait le système, il n'analyse pas dans un contexte, j'allais dire, un contexte, une analyse complexe du contexte, c'est un calcul de ce qui est le plus plausible, de ce qui est, une fois de plus, le plus vraisemblable. Et donc, là encore, je vais malheureusement un peu trop vite, mais les grands modèles de langage font des milliards d'opérations pour calculer cette proximité des morceaux de mots. C'est même pas des mots, hein. Il ne faut pas imaginer des phrases ou des morceaux de texte. Des fois, c'est des tokens, c'est des morceaux, des fragments de mots dont elle va calculer avec des milliards d'opérations la proximité. Et c'est en faisant ces milliards d'opérations qu'elle va vous proposer du texte, mais qui a absolument aucune intentionnalité, c'est juste le résultat d'un calcul. Et l'objectif de ce calcul, et c'est important et on l'a tous expérimenté, c'est la vraisemblance et non pas la véracité. Ça ne veut pas dire que ce qui est le plus vraisemblable du point de vue des données ne peut pas être vrai, c'est souvent le cas, mais ça ne veut pas non plus dire que tout ce qu'elle produit est vrai, parce que ce n'est pas ce qu'elle a calculé, elle a calculé ce qui est vraisemblable. Et je voudrais donner juste quelques exemples. Alors ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un monde avec une technologie du vraisemblable. Ici, c'est une petite image, je ne vais pas non plus forcément rentrer dans tous les détails, mais c'est des chercheuses, et je voulais juste leur rendre hommage, dont vous avez le nom ici, qui, pour décrire les grands modèles de langage, parlaient de perroquets stochastiques, c'est-à-dire, justement, perroquets parce qu'ils reprennent des éléments, et stochastiques parce qu'ils calculent les probabilités de ce qui devrait être. Et d'ailleurs, dans leur article, elles annonçaient déjà un certain nombre de problèmes associés avec ces technologies. Elles ont été, la plupart, remerciées de leur employeur. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces discussions-là avaient lieu en interne dans la plupart des laboratoires de R&D des grands géants du numérique. Ce qu'a fait OpenAI avec ChatGPT, c'est un geste assez, entre guillemets, incroyable, c'est qu'il l'a mis en circulation dans la société, et c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de travailler dans un monde du vraisemblable? Ici, j'ai fait une petite recherche Google, c'est simplement cuisine 1950, et vous avez cette magnifique collection d'images de cuisine. Je donne cet exemple parce que des chercheurs ont fait ça, ils ont entraîné des intelligences artificielles en analysant justement des images, et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que qu'est-ce qui apparaît dans ces photos des cuisines des années 50? C'est essentiellement alors, des jolis aménagements, chacun peut apprécier, mais souvent, il y a cette représentation très genrée de la femme au foyer, de la femme dans la cuisine. Et l'intelligence artificielle qui a été entraînée sur ces données, toutes les fois qu'elle reconnaissait un humain dans une cuisine, considérait que c'était une femme. Et donc, voilà un exemple, hein, il y en a vraiment énormément, hein, un exemple de la manière dont les stéréotypes qui veulent être les stéréotypes qui sont intégrés dans les bases de données d'entraînement des intelligences artificielles produisent des univers du vraisemblable, mais ce vraisemblable-là, c'est une vision spécifique à un moment donné historique, mais avec des représentations tout à fait biaisées, vont générer justement des biais. Et ça, c'est un des grands enjeux de l'intelligence artificielle, reconnaître les biais, notamment sur la manière de ces modes de son entraînement. Un autre enjeu d'utiliser une technologie qui triture le vraisemblable, c'est qu'il peut y avoir des faux vraisemblables. Le premier cas, c'était des stéréotypes. On parle ici d'hallucination, pour parler des intelligences artificielles, c'est quand elles font des corrélations, elles arrivent, après des milliards de calculs, à faire des rapprochements, mais ces corrélations ne sont pas raison, elles n'ont aucun sens. Je vous donne juste un exemple. Ça produit une sorte de fantôme informationnel, donne un résultat. Vous avez remarqué que
ces IA ont de la peine à dire qu'elles ne savent pas, elles vont produire un résultat, et des fois ce résultat, c'est des auteurs qui n'existent pas, des ouvrages qui n'existent pas, etc., etc. Il y a un exemple on lui demande enfin, on lui demandait qui détenait le record de traversée à pied de la Manche. Elle donnait toute une réponse, et elle expliquait quand même qu'une partie du trajet entre la France et l'Angleterre, souvent les gens le faisaient quand même un peu à la nage, voire en bateau, mais elle donnait le nom d'une personne, une date et tout ça. Elle avait produit une hallucination. Un autre enjeu de ce vraisemblable, et ça je pense que c'est vraiment essentiel par rapport à la réflexion qu'on peut avoir sur les technologies du numérique, c'est l'importance des paroles que nous avons avec elle, la manière que nous avons de lui raconter des histoires. On peut utiliser la flatterie pour améliorer les réponses de ChatGPT. Si vous lui dites, joue le rôle d'un journaliste qui sort d'une école de journalisme, qui ne cède pas aux fake news et qui a été très bien formé et qui ne se fie que à des sites sérieux, il va donner sans doute une réponse de meilleure qualité que si vous avez juste posé une question. Mais si vous lui dites, tu es un journaliste ou une journaliste qui a 9600 de QI et maintenant je pose exactement la même question, la réponse va être moins bonne. Pourquoi est-ce que la réponse elle est moins bonne? Parce que son univers de référence, c'est dans quelle partie de ces données il y a des gens qui ont 9600 de QI. Ce n'est pas la réalité, c'est la science-fiction. Et donc là, vous avez une autre illustration de l'importance incroyable, on pourrait dire, de la manière dont nous avons de nous adresser aux intelligences artificielles quant à la capacité qu'elles ont à produire un résultat. Et le dernier exemple, alors je le dis en passant, et les gens se sont demandé pourquoi l'intelligence artificielle donnait souvent des meilleures réponses quand les gens lui disaient merci. Alors c'est pas parce qu'elle est sensible à la politesse, mais c'est parce que nous, humains, quand on dit merci, souvent, avant, on a fait attention à la manière de formuler les choses. Je n'ai pas le temps ici de rentrer dans tous ces détails, mais je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, cette hypersensibilité des machines à nos manières de parler. Encore un point important, avant de passer aux usages, c'est ce qu'on appelle l'alignement de l'intelligence artificielle. Si nous utilisions toutes et tous une intelligence artificielle brute de décoffrage, elle produirait constamment, elle produit des horreurs, parce que sur Internet, elle a été trouvée des données ou ailleurs qui ne sont pas très recommandables. Et donc, ce qu'on appelle l'alignement de l'intelligence artificielle, c'est un énorme travail. C'est des milliers, des dizaines de milliers d'heures d'humains qui vont jouer des scènes, imiter des interactions pour donner à l'intelligence artificielle des scénarios de bon comportement humain. Et donc, elle doit être socialisée. Alors, bien sûr, j'allais dire, dans une vision, comment dire, d'optimisation un peu capitaliste, on a outsourcé dans certains pays, mais il y a des gens qui ont passé des milliers d'heures à apprendre à l'intelligence artificielle à être civile, à ne pas dire des horreurs. Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais on voit que si on essaye de lui faire dire des choses qui sont incorrectes, elle va dire non, je ne peux pas parler de ça, je vais faire attention. Alors, il y a des moyens de la contourner, mais disons, et ça, cette partie-là, cette partie, on va dire, raisonnée de l'intelligence artificielle, elle a dû lui être inculquée par la suite pour que ce qu'elle produit corresponde à nos valeurs. Mais ça pose aussi directement la question de qui définit les valeurs qui entretiennent, comment dire, qui génèrent ces questions-là. On a parlé souvent de ChatGPT et c'est déjà presque préhistorique. Ici, vous avez une petite arborescence de la prolifération des grands modèles de langage utilisés par les grands acteurs du domaine, mais c'est toute une petite partie parce que maintenant, quasiment tout le monde peut avoir sur son ordinateur une de ces intelligences, alors plus ou moins développées, mais ça pose vraiment la question de qui contrôle cette socialisation, qui contrôle les usages légitimes ou illégitimes, qui contrôle les manipulations possibles. Et il y a maintenant beaucoup d'acteurs qui développent leur propre intelligence artificielle. Donc, on est loin d'avoir un monde unifié. Alors, j'aimerais enclencher ma deuxième partie sur la question des usages, et je ne vais pas avoir le temps ici de rentrer dans cette extraordinaire richesse des usages, mais je voulais quand même simplement, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point l'intelligence artificielle est rentrée dans la vie ordinaire des personnes. Elle est devenue une sorte de machine à tout faire, hein, que ce soit pour trouver des recettes de cuisine. Alors, je parle des utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, mais ceux qui l'utilisent, ça peut être je passe au-delà de la question de faire des devoirs ou pas, mais ça peut être pour écrire à notre place
une lettre d'amour, un faire-part de décès, un discours de mariage. Ça peut être aussi de lui demander d'être notre guide spirituel. Il y a des exemples comme ça. Il y a des gens qui l'utilisent pour pour les aider dans le jardinage, pour faire leur planification touristique, etc., etc. Donc, il y a vraiment une très, très grande richesse de ces recherches-là en dehors du monde de l'usage, on va dire, entre guillemets professionnel ou vraiment par rapport à des tâches spécifiques. Et surtout, ce qui est intéressant d'observer, c'est que chez les jeunes, l'usage du chat, c'est-à-dire la discussion avec une intelligence artificielle, est en train de supplanter petit à petit l'usage du moteur de recherche traditionnel. C'est-à-dire que ça devient un mode d'accès à la connaissance, qui est en plus formaté et tout ça, qui est de plus en plus privilégié. Il est vrai aussi que de plus en plus de ces moteurs de recherche intègrent une intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer d'une certaine manière quand on regarde un peu dans les détails? Je vais aller très vite, mais je pense que c'est important. On voit, et quand on regarde les détails, ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec des étudiants à l'université de Lausanne sur ces enjeux-là. On voit notamment des enjeux de délégation. Qu'est-ce que je fais faire à l'intelligence artificielle? Comment est-ce que, quand je délègue quelque chose à l'intelligence artificielle, là je parle des étudiants ou même d'autres utilisateurs, est-ce que je garde une part de ma créativité? Comment je défends ça? Ça pose la question aussi des apprentissages. On a un résultat immédiat et des fois documenté, mais est-ce que pour autant on a le temps de métaboliser, le temps de l'appropriation? Cette question-là de l'immédiateté des réponses par rapport du fait de pouvoir accéder à ça, est-ce que ça nous permet d'apprendre les choses ou qu'est-ce qu'il faut créer autour de ces dispositifs pour pouvoir apprendre les choses? Ça pose aussi des questions de qualification et déqualification. Je vous donnerai juste un exemple, c'est notamment des étudiants ou même, je pense à des professionnels adultes qui, voyant la réponse que générait ChatGPT, se demandaient si eux-mêmes étaient à la hauteur de ce qu'ils étaient censés faire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une capacité d'utiliser et d'optimiser certaines choses, mais il y a aussi une remise en cause de ses propres compétences, de qui on est et de ce qu'on sait faire, parce que des fois, la machine le fait incroyablement vite et incroyable d'une manière dont on perçoit sans doute souvent à tort comme très bien structurée. Donc ça pose la question de quelles sont nos compétences à décrypter ce que produit une intelligence artificielle. Et je mentionne ici, alors très, très, très rapidement, parce que je vois que le temps passe, aussi des attentes non techniques. Vous avez des cas, et je trouve intéressant, je pense d'un cas d'un étudiant qui demandait à ChatGPT de le complimenter sur la qualité de son travail. Ou d'étudiants qui disaient, ben voilà, ma session d'examen ou mes examens, je suis tout seul, je vais faire de mon intelligence artificielle un partenaire de révision, etc., etc. Et puis une autre dimension qui n'est pas négligeable, c'est pas seulement l'usage que j'ai vis-à-vis de cette intelligence artificielle, mais quels sont les usages qu'ont les autres autour de moi? Est-ce que je suis en décalage? Est-ce que je peux être puni parce que je considère que je triche? Ou est-ce que je peux perdre des capacités, entre guillemets, si je n'utilise pas? Et ça nous amène à une question fondamentale qui est souvent, on voit apparaître avec l'intelligence artificielle, la question de prouver qu'on est humain ou prouver qu'on n'est pas une intelligence artificielle. Vous avez ici un exemple de ces détecteurs de chat GPT, enfin d'intelligence artificielle. On vous promet de savoir si on saura que c'est un humain ou pas. Puis inversement, vous avez une autre publicité pour un système qui vous promet de masquer votre intelligence artificielle pour qu'elle ait l'air humaine. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans un pourcentage non négligeable de cas, ces systèmes de détection produisent des faux positifs. C'est-à-dire qu'il y a une part importante d'humains qui sont considérés comme des intelligences artificielles parce que comment dire, leur capacité, euh, leur capacité enfin, comment dire, parce que leur capacité à être humain, à donner des traces de leur humanité, n'est pas suffisante. Et donc, il y a une vraie pression. Je regarde les cas des étudiants aux États-Unis qui doivent faire une lettre pour rentrer à l'université. Ben, cette question du fait que non seulement ils doivent prouver qu'ils sont aussi bons ou valables que les autres pour rentrer dans cette université, mais maintenant ils doivent montrer leur originalité, pas seulement par rapport à des humains, mais par rapport à des textes qui sont générés par des machines. Donc, ça pose aussi la question du rapport au travail. Je vais aller très vite par rapport à ça, mais très très rapidement, les effets se font déjà sentir. Alors bien sûr, il y a des métiers qui sont plus exposés que d'autres, hein. On l'a vu dans le domaine, je sais pas, des gens qui font du doublage, dans le domaine de la traduction, chez des artistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en quelques mois,
le nombre de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle au travail a explosé, et notamment des gens qui amènent leur intelligence artificielle dans leur travail. C'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence artificielle qui leur est fournie par l'entreprise, mais eux ont pris l'habitude ailleurs d'utiliser ce système-là. Donc, je terminerai, parce que je vois que le temps est en train de s'écouler méchamment, je terminerai en disant qu'il y a des enjeux autour de l'art de poser la question aux intelligences artificielles. Il y a un savoir-faire qui n'est pas, pendant longtemps, on a formé au numérique en apprenant la programmation, et je pense que c'est très bien d'apprendre la programmation, mais peut-être qu'il y a d'autres connaissances qui sont liées au langage, sur l'importance de la formulation des questions dans un monde qui est saturé de réponses, pour le coup, pas seulement à poser une question, mais une série de questions pour savoir exactement ce que l'on veut. Quand on est arrivé à apprendre à connaître les limites des réponses qui sont fournies automatiquement, se méfier des biais cachés, apprendre à identifier la manière dont nous projetons dans ces systèmes nos propres stéréotypes et à quel point ces systèmes sont sensibles à nos stéréotypes. Donc, une des compétences de base sera sans doute de savoir dialoguer avec ces IA, mais comme ça a été dit, c'est aussi un paysage qui change énormément. Il y a aussi, et là je ne fais que de le mentionner, des enjeux psychosociaux. Je suis frappé en suivant un certain nombre d'étudiants à quel point l'amitié avec des chatbots qui ne sont pas comme ChatGPT, mais qui sont des avatars avec qui on va avoir une relation sentimentale ou plus, est devenu un élément assez courant. Alors c'est peut-être un effet de mode, mais ça pose la question des investissements affectifs que les gens peuvent faire avec leur intelligence artificielle. Et donc, je conclurai, c'est mon dernier slide, sur une question, mais qui est ouverte et que je laisserai à votre sagacité, c'est la question de comment on peut encadrer comment on peut comprendre et mieux percevoir cette emprise du numérique. Et ici, poser la question de l'agentivité humaine. Qu'est-ce que c'est que l'agentivité humaine? C'est la capacité des humains à faire des choix. Et avec l'intelligence artificielle telle que je le décris, ça pose des problèmes parce qu'on ne sait pas, on a toujours souvent un résultat, mais on ne sait pas ce qu'elle a écarté pour produire ce résultat. Ce qu'elle nous donne à voir est produit comme une évidence, donc il n'y a pas de doute, et ça c'est aussi problématique. Ce qui nous donne à voir a été choisi par des paramètres ou auxquels nous n'avons pas accès, il y a un manque de transparence, et ça nous rend dépendants d'un univers, et ça nous enferme dans ce qui existe déjà, et peut-être dans la reproduction. Et donc, mais ça c'est une question que je laisse ouverte, hein, est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer de ce que serait qu'une agentivité by design? Ce que j'entends par là, c'est quelles sont, à toutes les étapes de la vie adulte, mais aussi de la formation scolaire, quelles sont les démarches proactives qui favorisent ce qui nous permet de continuer en tant qu'humains de faire des choix, parce que ces technologies-là sont extraordinairement puissantes, mais elles sont aussi capables de nous enfermer dans leur logique. Merci pour votre attention.